chocolat, c'est d'abord une matière noble, un produit naturel transformé patiemment par des hommes, de vrais passionnés. Certains chocolatiers, comme Pierre Marcolini, sont capables de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche de fèves rares. Cet aventurier du chocolat arpente les plantations du Pérou pour découvrir les meilleurs terroirs, les fèves les plus aromatiques. Ah, voilà Criollo. Ça, c'est un Criollo. Les fèves sont blanches, ce qui est déjà très difficile à trouver. Enfin, on en a une. C'est déjà un bon début. De ces précieuses graines, fermentées, séchées au soleil, il fera chez lui à Bruxelles un chocolat d'exception. Le métier de Vanessa Lemoine a de quoi faire rêver. Toute la journée, elle goûte le chocolat, à l'égal d'un vin pour un fabricant haut de gamme. Notes de noisette, arôme de miel, rien n'échappe à ses papilles. La guide parfaite pour une initiation à la dégustation. On a une note florale qui est très dominante. On est sur des notes fruitées vraiment intéressantes. Rien ne sortira de la chocolaterie sans qu'elle l'ait testé. Entre Christophe Michalak et le chocolat, c'est une histoire d'amour. Ce jeune pâtissier surdoué dirige l'antre sucré d'un palace parisien. Et entre ses mains, le chocolat ne connaît pas de limite. Alors parfois, peut-être qu'on va trop loin, peut-être qu'on est complètement cinglé, mais on aime passionnément ce qu'on fait. Et je pense que du moment où tu mets toute ta passion dedans, ouf, ben voilà, ça sort, quoi, ça sent, ça transpire. Des formes extravagantes, des saveurs inédites, Christophe Michalak, c'est toute la maîtrise du chocolat en pâtisserie, l'émotion en plus. Pour Sylvie Douce, la planète cacao n'a pas de frontières. Chocolat. La créatrice du fameux salon du chocolat pousse toujours plus loin la promotion de son produit fétiche. Son nouveau pari, convertir les Chinois au chocolat d'excellence. C'est bon. Vous aimez? Good. Ouais. Good. Good. Yeah. À quelques jours de la Saint-Nicolas, le quartier des Sablons à Bruxelles se prépare pour le lancement des fêtes de fin d'année. Ce soir, c'est portes ouvertes chez tous les commerçants. Et peut-être en mettre une partie ici, hein, comme ça on peut les distribuer. Chez Pierre Marcolini, le temps d'un soir, le chocolat se mélange au cocktail. À 40 ans, ce champion du monde de pâtisserie est un chocolatier star en Belgique. Un succès qui doit beaucoup à sa personnalité détonnante. À nous. On y va? On est parti? Allez, au Nocturne 2009. Il est d'une efficacité sans borne et il va toujours à 250 km/h. Donc il faut suivre. Bonsoir. Pierre Marcolini, heureux de vous accueillir. Passez un joli moment. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Pierre Marcolini accueille tous ses invités à la japonaise à l'entrée de la boutique. Un truc qu'il a appris au pays du soleil levant. Hachime Machite, Marcolini-san. Bonne soirée à vous. Pierre y possède 4 boutiques. C'est une star là-bas aussi. Entrez dans le palais du chocolat, le paradis. À l'intérieur, la dernière création du chocolatier est mise en valeur. Dégustation de carrés de Chuao, une petite région du Venezuela. Ils ne sont qu'une poignée de chocolatiers au monde à en proposer. Bonsoir. Bon, mais c'est toute la famille qui est venue. Vous avez bien raison. Comme disait Bocuse, il faut sortir de nos cuisines, il faut sortir de nos ateliers. On peut aussi montrer que le monde de l'artisanat, c'est pas forcément l'image d'Épinal, le chocolatier qui est au fond de sa cave, qui met du chocolat partout et qui en met plein les murs. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est aujourd'hui qu'on a des choses à dire et ce soir, c'est une façon de pouvoir les exprimer. Ce
Ce qui a fait la réputation de Pierre Marcolini, ce ne sont pas seulement ces petits bonbons de chocolat présentés comme des bijoux dans leur écrin. Sa recherche de la qualité l'a conduit à faire lui-même son chocolat à partir des fèves de cacao. Cette tablette porte d'ailleurs le nom des régions, voire des plantations dont sont originaires ces précieuses fèves. Et Pierre travaille déjà sur une nouvelle destination. Piura, la 3e ville du Pérou, au nord du pays. C'est dans cette région productrice de cacao encore peu connue que Pierre va prospecter. Son voyage a été préparé par Justine, sa sourceuse. Elle a déjà passé 2 mois à parcourir les plantations de la région. Des producteurs qui font un travail exceptionnel sur des toutes petites parcelles, mais je pense que ça va vraiment me plaire. Lorsqu'il est devenu chocolatier, Pierre n'imaginait pas monter de telles expéditions. Tout s'est fait par étapes. Comme tout le monde, j'achetais ma couverture, mon chocolat tout fait, et puis je le faisais fondre et j'étais parti sur ça, et sans vraiment trop comprendre ce que j'étais occupé à travailler, ou en tout cas quel était le produit. La deuxième étape, c'est la décision de dire je vais partir à partir de la fève et pas à partir de ce bloc de chocolat. Et puis la troisième étape, c'est d'aller sur place et de commencer à avoir des accords de collaboration avec soit des coopératives ou soit des plantations. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. C'est évidemment une étape qui est un peu plus compliquée, pas simple, mais par contre qui procure énormément de plaisir parce que c'est de comprendre comment c'est cultivé, comment c'est fait et ce que ça peut ramener comme thème de richesse et de rencontre. 3 heures de piste avant d'atteindre la première plantation, Los Ranchos, un village à 1000 mètres d'altitude. Je suis assez surpris, mais oui, j'ai entendu effectivement que ma venue était annoncée. Donc la pression est sur mes épaules. Non, je plaisante, mais c'est assez étonnant. Et là, il y a une espèce de procession. Et je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir des gens qui se déplacent jusqu'ici pour voir les fèves de cacao. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude non plus de voir autant de véhicules. Donc pour eux, c'est à la fois sympathique, mais ça permet aussi de montrer un petit peu la façon dont ils travaillent et comment ils se développent. Et là, il y a déjà cabot. Le cacaoyer, c'est cet arbre étrange venu d'Amazonie. Ses fruits, les cabosses, poussent sur les branches ou à même le tronc. De l'ombre, de l'humidité, de la chaleur, on ne le trouve que le long de l'équateur. À 10 degrés, l'arbre meurt de froid. Un cacaoyer porte des cabosses à différents stades de maturité en même temps. Et il faut avoir l'œil des producteurs pour savoir cueillir celles qui sont mûres. Alors, ça c'est le mucilage. Donc c'est cette matière blanche qu'il faut, lors de la fermentation, la faire retirer parce qu'elle a un côté un peu acidulé. C'est assez agréable, c'est assez frais, mais par contre ça pose des problèmes par après pour faire du chocolat. À ce stade, le goût de la fève n'a rien à voir avec celui du chocolat. Elles sont belles celles-là. Ça c'est un criollo et ça c'est un trinitario. Trinitario, ça? On peut couper pour voir? Trinitario, criollo, ce sont des variétés de cacao. Chacune a ses caractéristiques, ses arômes. Pierre, lui, recherche des fèves de criollo et pas n'importe lesquelles. Ah, voilà criollo. Ça c'est un criollo. La cabosse est un peu plus jaune, plus petite, moins de rendement d'ailleurs aussi. Et la deuxième chose, quand on le voit, effectivement les fèves sont blanches, ce qui est déjà très difficile à trouver. Donc c'est vraiment ça que vous recherchez? Ah, c'est vraiment ça que je cherche, oui. Enfin, on en a une. C'est déjà un bon début.
Voilà, on voit vraiment la différence entre les deux sortes. Et ils sont tous les deux à maturité. On pourrait croire que celui-là ne l'est pas, mais il est à maturité. Mais on va avoir deux chocolats différents. Et c'est ça l'important. C'est comme dans les vignes, c'est à un moment donné de savoir quelle typicité de fève, où elle a été cultivée. Et c'est peut-être ça, le chocolatier du XXIe siècle, c'est de découvrir ce genre de choses et de les faire partager. Mais les fèves blanches que cherche Pierre ne sont pas au rendez-vous. À force d'avoir hybridé les cacaoyers, on va avoir 30-40% de Criollo. Et parfois, on va avoir un mélange avec un Trinitario ou un Forastero. Trop de mélange pour Pierre dans cette plantation. Et de toute façon, avoir des fèves de qualité ne suffit pas pour faire un bon chocolat. Il faut aussi savoir les travailler après la récolte. Pierre veut contrôler toutes les étapes. D'abord, la fermentation. Dans ces bacs, la couche gluante et blanche qui enrobe les graines se décompose et les fèves fermentent pendant plusieurs jours. Tu sens que c'est très très chaud déjà. Je pense qu'à mon avis, ça doit être à 50-60 degrés quand même. Tous les jours, elles sont brassées, puis transférées d'un bac à l'autre. C'est là où les fèves vont capturer les arômes. Si vous ne le faites pas assez longtemps, le goût du chocolat ne va pas être au rendez-vous. Si vous le faites trop longtemps, vous perdez des arômes. Et donc le tout, et leur travail est important. Leur travail, c'est de dire à quel moment on juge, si on peut commencer à le faire sécher. Le séchage, c'est l'autre étape clé après la récolte. Du soleil, mais pas trop. De l'aération. Ces petites graines sont l'objet d'une attention de tous les instants. Pierre ne perd pas une minute. Il n'a que 2 jours pour visiter les plantations. Des kilomètres de piste à avaler. Et lorsqu'il s'arrête, c'est toujours les papilles en éveil. Alors, ça va les bonnes? J'ai déjà mon produit pour l'été. Chocolat avec mangue. Chocolat au lait avec mangue, ça fonctionne bien. Chocolat noir, mais assez doux. On va voir ce que ça va donner avec ça. Mais c'est étonnant de voir, je ne connaissais pas du tout cette variété de mangue, qui est assez petite, mais énormément de goût, énormément de saveurs, beaucoup de parfums, déjà chargée en sucre, très douce, très bon plan, quoi. Dernière plantation de la journée. Et pour Pierre, une heureuse surprise. Les cacaoyers sont chargés de cabosses de Criollo. C'est un jardin d'Éden qu'il visite. Une plantation bien entretenue et très aérée. T'as vu toutes les fleurs? Comme c'est beau. Tu m'étonnes qu'ils ont 2500 kg par hectare. T'as envie de manger, quoi. Depuis qu'on fait partie de la coopérative, on a appris de nouvelles techniques. Maintenant, on prend soin de ces parties-là de l'arbre parce que c'est le point de départ des floraisons. Regardez là, ça n'a pas fleuri. C'est seulement à ces endroits que ça a fleuri. Les producteurs couvrent leur plantation en suivant tous les conseils de la coopérative. Ils se sont lancés dans le cacao de qualité depuis 3 ans seulement. Tous savent l'importance de la visite d'un chocolatier comme Pierre, qui peut acheter des fèves de qualité à un cours bien supérieur à celui du marché. Ah, ça, c'est très très bien, ça. Ce sont des fèves blanches. C'est doux. Ça va faire un bon chocolat, ça. Et alors, trouver une plantation où il y a autant d'arbres qui peuvent produire du Criollo, c'est excessivement rare. Donc ça, on n'est pas venu pour rien. Je pense qu'on n'est pas venu pour rien. Je crois que je vais rester. Je sens que je vais me faire des nouveaux amis. À tous les amis français, quand vous avez froid, prenez une tasse de chocolat bien chaud. Après 2 jours de visite, le moment de vérité approche. À la coopérative qui regroupe tous les producteurs de cacao, Pierre va vérifier si ses intuitions sont bonnes et choisir les plantations avec lesquelles il va travailler. Hola. La coopérative s'est équipée d'un laboratoire pour suivre la qualité du cacao.
Martin analyse les fèves des différentes communautés. Il a été élu meilleur goûteur de cacao du Pérou. L'instrument clé qui permet d'étudier un lot de fèves, c'est une guillotine. En coupant un échantillon, on peut se faire une première idée de la qualité. On teste d'abord les fèves de la première plantation visitée dans la montagne. Impression confirmée pour Pierre, pas assez de fèves blanches. Elles sont pas mauvaises, hein. L'idée simplement, c'est qu'elles vont peut-être pas avoir le goût et le cru que l'on veut avoir. Donc la tablette finale, quand on aura terminé le chocolat, ben, si on veut un côté un peu plus jasmin, si on veut un côté un peu plus floral, ce que peut donner parfois un criollo, eh bien on va peut-être pas l'avoir au rendez-vous au départ. L'autre échantillon est celui du jardin d'Éden. Ah ben voilà. On avait le nez fin avec Paolo Blanco. Regarde un peu, t'as vu? Tu vois, on avait dit, hein, la plantation, la manière dont il travaille, le séchage, regarde ça. Wow. 60%. Ben attends, c'est plus là. Mais t'imagines, entre une plantation et une autre, ce que ça donne. Hein. Et c'est ça, voilà, c'est ça qu'on est venu chercher. C'est ceci. Pierre va maintenant retourner à Bruxelles pour réaliser un premier chocolat test avec les fèves péruviennes. Chocolat et luxe font souvent bon ménage. L'avenue Montaigne, l'une des plus chics de la capitale, abrite aussi l'un des palaces parisiens, le Plaza Athénée. Depuis 9 ans, Christophe Michalak en dirige la pâtisserie. Il a 36 ans, un titre de champion du monde de pâtisserie et l'assurance de ceux qui n'ont pas de temps à perdre. Bonjour à tous. Bonjour chef. Salut chef. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Christophe Michalak dirige une brigade de 25 pâtissiers. Pour toute l'équipe, à 7 h comme tous les matins, c'est l'envoi de la fournée. Mettez tout sur la table, les gars. Ouais, la tarte citron, elle est top, là. Donc on est d'accord qu'en montant les blancs plus doucement, c'est mieux, hein? Oui, ouais, complètement. Et n'hésitez pas à la rebooter de temps en temps aussi. Une fois dressés, les desserts vont partir dans les 7 points de vente du palace. Plusieurs restaurants, un bar, un salon de thé, le room service. Au total, 500 pâtisseries sortent chaque jour. Qu'est-ce que tu manques? La tarte choc et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et on passe à la religieuse Père Noël, là, avec l'écharpe et le nez. En fait, dans une journée de production, on produit les gâteaux et le matin, on les finalise. C'est-à-dire, on fait les cuissons et on assemble tout au dernier moment. Et c'est l'un des moments les plus importants parce que c'est de là où toute la fraîcheur des produits va se décider. N'est-ce pas, Jean-Marie? Tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas à être plus garni encore en... D'accord. On ne devient pas pâtissier sans être gourmand. Christophe, lui, a besoin de sa dose de chocolat. Un chocolat bien tempéré et juste alvéolé comme ça. C'est un truc dont je peux pas me passer, quoi. Ouais, c'est mon gros péché mignon du matin, en fait. Moi, c'est... Il y en a qui ont besoin de drogue ou d'autre chose. Moi, c'est juste du chocolat. La fournée est prête, reste maintenant à faire la mise en place. Direction le Relais Plaza, l'un des restaurants du palace. Enfin, dégoulinant comme ça, là, ça va mourir. Bah déjà, quand tu as envie de manger au premier abord, tu es sûr que les clients auront la même envie. Donc là, gustativement, on ne s'est pas trompé, quoi. C'est vraiment un produit simple et exceptionnel. Voilà, c'est tous les classiques de la pâtisserie française, en fait, revisités. Le millefeuille vanille, une tarte citron meringuée, une tarte chocolat, un mélange de fruits rouges, un tiramisu, mais bien revisité, un cheesecake passion mangue,
une panna cotta citron fruits rouges et une mousse chocolat crunchy. Donc c'est toutes les choses qu'on aime manger, les choses les plus simples, les plus basiques. Mais par contre, affinées pendant des mois et des mois dans la recette, dans la recherche, dans la texture, dans les saveurs, pour que du premier coup de cuillère, il y ait vraiment une réelle émotion qui se dégage de tout ça. Un tiramisu, c'est très simple, on peut tous le faire chez soi. Mais entre faire un tiramisu basique et un tiramisu exceptionnel, ça, moi personnellement, ça m'a pris des mois et des mois pour le mettre au point et pour l'équilibrer. Et le tout, le café, le citron et le mascarpone associés avec des petits éclats de chocolat lait à l'intérieur, c'est juste orgasmique. Bonjour. Christophe est comme un poisson dans l'eau dans l'ambiance palace. Dans la grande galerie, ses créations sont exposées et mises en scène comme des œuvres d'art. Une tablette au chocolat gourmande parée de rouge rubis, une autre dorée, offerte aux clients VIP dans leur suite. Et puis il y a ces gourmandises, délicieusement régressives. Alors lorsque j'étais enfant, en fait, je dévorais ce genre de produits, des rochers chocolat au lait. Et j'ai voulu le réadapter à ma sauce, en fait. Et on a revisité, en fait, un praliné avec de la noix de coco caramélisée. Quelque chose de plus séduisant, plus petit, bien meilleur. En fait, ce qui est important, c'est pas de reproduire le même produit qu'on a mangé lorsqu'on était enfant, c'est de reproduire la même sensation, la même émotion. Et c'est vrai que moi, j'étais marqué par des choses lorsque j'étais enfant et j'essaie de les transcender à travers mes nouvelles créations. Et pour sa dernière pâtisserie chocolatée, Christophe n'a pas eu à chercher bien loin. Je me suis tout simplement inspiré des moulures de l'escalier, de ces arabesques qui rappellent bien le plaza et qui est, je trouve, un élément très séduisant. Et tout naturellement, l'idée de créer un escalier, une rampe d'escalier, en fait, m'est venue. Et je me suis, en fait, basé exactement sur ce modèle. On a calqué exactement les mêmes motifs. Et voici à l'état de prototype la bûche de Noël. L'enrobage est en chocolat blanc. On va déguster ça. Merci. Si je vous fais rien goûter, il ne se passe rien. À l'intérieur, une alternance de plusieurs couches. Mousse allégée au chocolat lacté, crémeux au yuzu, crémeux au chocolat noir, biscuit chocolat et croustillant au praliné noisette. Très, très, très satisfait. Test concluant, la production peut démarrer. Vous utilisez beaucoup de chocolat ici? Ah, énormément. Énormément. Que du bon en plus. Hop, 2 kilos. Un moule en urgence. Pas de problème. Jérôme de Oliveira est l'un des seconds de Christophe, champion du monde de pâtisserie également. Je vais comme ça, si c'est trop... Et là, ça sera, à mon avis, c'est trop chaud. Tout ce qui est température, c'est très important pour le chocolat? C'est primordial. Bon, arrêtez tout, là. C'est quoi ce bordel, là? Putain, vous réfléchissez quand vous bossez ou quoi, là? Depuis quand on fait fondre le chocolat pour faire le crémeux chocolat? On connaît ma philosophie de travail, non? Donc, vous m'avez déjà vu perdre du temps, là, pour rien? J'ai horreur de ça, quoi. C'est pas ça, c'est qu'ils ont mis de la boule de graisse dans le moule. Le crémeux, il tiendra pas. À force de le tempérer, on va s'en sortir, quand même. La mise au point est toujours délicate, quoi. Quand on fait un moule, ça va. Et là, quand on va en faire 120, c'est un peu plus délicat, quoi. C'est une édition limitée? Oui. Ouais, parce que vu le travail que ça demande, vaut mieux que ça soit limité. Ok, on enchaîne. Hein. Il y a 2 sacs qui avaient été graissés. D'accord, mais là, on en fait combien pour la production? 50. Aujourd'hui, on en fait 50. Ouais. Alors, je vous explique tout de suite. Hein. On va faire les 50 à ma façon. Je veux que le crémeux soit à température idéale. Les moules ne sont pas beurrés. Et on enchaîne, quoi. On n'a pas le droit de se planter parce que, mine de rien, la bûche, on la vend 89 €. Donc, moi, je rigole pas, quoi. Le produit doit être juste irréprochable.
Puis après, c'est toute la qualité et la légitimité de l'hôtel, de mon nom. Donc il faut que tout soit parfait. Donc là, par contre, tu te mets en face de moi, là, on prend tous les trucs. Voilà, voilà. Vous avez mis au frigo ou au congélateur, les autres? Congélateur. Voilà. Attention, température de fusion aussi. Hein. Température de fusion de quoi? Du chocolat et surtout de la mousse au chocolat. Lorsqu'on va faire la mousse au chocolat, il y a une température bien précise avant d'ajouter la crème montée. Voilà. Là, j'ai une mousse semi-liquide. Elle est à 26 degrés. Si le mélange est fait trop froid, je vais avoir une mousse chocolat très dense, graineuse et sableuse en bouche. Si elle est trop chaude, elle ne va pas se tenir en fait. Elle va être un peu liquide. Le goût en fait va se propager dans la bouche très rapidement et elle n'aura aucune tenue. Donc en fait, le juste équilibre des températures, on a toujours l'impression qu'une mousse au chocolat c'est simple et la pâtisserie c'est tout sauf simple. Donc dès qu'on commence une pâte à choux, une mousse au chocolat, ça devient compliqué. Il faut le savoir, il n'y a pas de secret. Même ma mère, elle essaie toujours de bifurquer, de prendre des raccourcis. Si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas suivi la recette à la trace. Action. Quatrième marche, on est à droite. C'est bon? Oui. C'est OK? 105 grammes. Oui. Tout est question de précision en pâtisserie, au gramme près. Ne dépassez pas parce que sinon les strates ne sont pas équilibrées. Ouais, c'est ça. 1e marche, pareil. 5e marche. Jérôme a conçu la bûche avec Christophe. Il a tous les repères en tête. D'accord. Ah ouais, on n'a pas droit à l'erreur. L'idée bien précise, en fait, c'est que lorsque vous coupez les premières marches, vous ayez toutes les couches, c'est-à-dire la mousse chocolat lait, le crémeux chocolat noir, le crémeux yuzu. Et vous allez voir, il y a un biscuit chocolat plus un croustillant. Donc dès la première marche, on aura les mêmes saveurs et le même équilibre. Démoulée, la bûche est pulvérisée au beurre de cacao et chocolat blanc avant d'être décorée. La rampe est entièrement en chocolat. Pour assembler les pièces, une goutte de chocolat figé par une bombe de froid suffit. Les bûches sont prêtes pour l'envoi. Passé les fêtes, Christophe pourra sortir la tête de son laboratoire. Prochaine destination du pâtissier, la Chine. Le chocolat de la bûche vient précisément d'ici, sur les bords du Rhône. Dans le monde du chocolat de qualité, la chocolaterie Valrhona tient une place à part. La marque a bâti sa réputation depuis plus de 60 ans sur le chocolat de couverture. Un chocolat brut et aromatique destiné aux artisans chocolatiers et pâtissiers. Voici la garante de la qualité et de la constance du goût, Vanessa Lemoine. À 31 ans, elle a un métier de rêve. Elle goûte du chocolat tous les jours. Et seulement du bon. Vous avez une idée du nombre de chocolats que vous mangez par jour? Le nombre exact, je ne saurais pas très bien vous dire. En tout cas, c'est de nombreuses fois par jour, mais en petite quantité. Mais c'est vrai que c'est très fréquemment, tout au long de la journée. À la cacaothèque, tous les arômes d'un simple petit carreau de chocolat sont disséqués. Notes de fleurs, de miel, acidité, amertume. Le cacao livre toute sa palette aromatique. Un peu de pain et d'eau pour se remettre les papilles à zéro entre deux morceaux et les analyses s'enchaînent. Comme tous les jours, Vanessa dirige la synthèse. Alors, est-ce qu'il y a du fleuri? Blanc 4, oui. blanc 4, blanc 5, 3, 2.
Est-ce qu'il y a du miel délacté? Les juges sont tous des employés de la chocolaterie. Ils ont été formés pendant 1 an pour identifier tous les arômes. Et rondeur? 5,5. 5. D'accord. Mais le métier de Vanessa, c'est aussi de transmettre cette expertise du cacao fin. Régulièrement, elle prend son bâton de pèlerin pour expliquer aux profanes toute la richesse d'un carreau de chocolat. Parfait, très bien. Alors, je prépare les chocolats que je vais faire déguster en aveugle au nouveau petit sommelier que je vais rencontrer cet après-midi. Et donc, je leur prépare une dégustation de chocolat au profil très marqué, très différent, pour qu'ils puissent se rendre compte que, tout comme dans le vin, quand on change de terroir, on peut découvrir des profils aromatiques très très différents dans le monde du chocolat. On a des choses particulièrement intéressantes et gourmandes à découvrir. Pascal Boucher est professeur de sommellerie. Avec ses élèves, le monde du vin va rencontrer celui du chocolat. Allez, un verre d'eau pour chacun. Avant de passer à la dégustation, Vanessa explique l'origine du cacao fin, les fèves. Non, par contre, il faut la mettre que sur une... Là encore, la guillotine permet de révéler les arômes du chocolat. Et voilà. Ça vous permettra de voir les variations. Ici, on est sur des fèves du Venezuela qui sont bien plus fermentées. Presque du chocolat, là. Je m'aperçois que chocolat, cigare et vin, on est exactement dans les mêmes mondes de terroir, de fermentation, d'assemblage, de mélange. Enfin, c'est assez intéressant quand même. Pour les jeunes sommeliers, le premier voyage est olfactif. Ah oui, celle-ci, elle est bien. Ça sent le tabac de chocolat quand même. À l'odeur, c'est chocolaté, mais en goût, c'est pas l'égal du goût de chocolat qu'on peut avoir dans un vrai chocolat. Non, c'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat. Je suis déçue. En fait, là, on est sur le potentiel aromatique des fèves. Quand vous goûtez la fève, vous ne pouvez pas développer tous les arômes. Ici, les notes de fruits, c'est un petit peu compliqué pour les percevoir. Elles sont pas présentes encore. Il faudra les développer. Donc, comme quand on déguste un chocolat, c'est comme le vin. Il faut utiliser tous ses sens. Il n'y a pas que la bouche qui travaille. En priorité, ce sont les yeux. Parce que comme vous parlez de robe pour un vin ou différentes tonalités de couleurs, dans le monde du chocolat, il n'y a pas une couleur chocolat. Vous allez avoir toute une déclinaison de couleurs chocolat. On pourra aller des chocolats les plus sombres. D'abord la couleur, puis l'odeur. Comme pour le vin, il existe une technique particulière de dégustation du chocolat. Donc vous allez croquer le chocolat, le mâcher pour commencer à faire fondre. Et quand le chocolat commence à fondre, vous le placez sur votre langue. Et vous allez frotter votre langue contre votre palais. C'est un exercice physique. Il y a besoin parce que le beurre de cacao, il faut le faire fondre. Et en même temps que vous allez frotter le chocolat contre votre palais, vous allez souffler tout doucement l'air par le nez pour pouvoir faire remonter les arômes. Et vous faites cet exercice jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chocolat, puis vous recommencez pour apprécier tous les arômes. On fait passer d'un côté? Oui, voilà, je vais faire passer, j'ai fait des petits pots, vous pouvez vous servir. On commence par un premier chocolat. Pour cette première dégustation en aveugle, Vanessa a choisi un grand cru de terroir de Madagascar, un chocolat aux notes acidulées. Déjà habitués aux dégustations, les jeunes sommeliers vont utiliser leur palais formé au vin pour décrypter les arômes du cacao. Allez, qui est-ce qui veut se lancer? En début de bouche, j'ai senti un peu plus le citron et aussi l'amande fraîche. Et enfin, en milieu de bouche, j'ai senti vraiment l'amande, mais surtout la pâte d'amande, vu que c'était très gras, très onctueux. Alors moi, j'ai senti en fin de bouche le café. Ça m'a un peu choqué parce que j'aime pas le café. Et c'est vrai que ça... Mais bon, ça, avec le gras du chocolat, justement, ça l'enrobe bien et c'est pas du tout la même manière que le café en lui-même. Acidité, amertume, agréable ou pas désagréable? Désagréable, mais trop forte, on va dire. Trop forte amertume. Trop persistante. Moi, en fait, j'ai senti des petits... Enfin, je voyais des petites baies acidulées
Des petits fruits rouges acidulés? Oui. De la groseille? Groseille, ouais. Pas cassis, mais plus groseille. Ouais. Ici, en effet, on est plutôt sur du fruit rouge. Donc, on est sur groseille, cerise, des notes acidulées, assez bouquet de fruits rouges, fruits frais. Et en finale, on est sur des notes beaucoup plus torréfiées. Très naturellement, tous les élèves ont utilisé la terminologie du vin pour parler du cacao. Les deux univers sont proches, mais celui du chocolat est encore méconnu. Le problème du chocolat, c'est que c'est pas un produit culturel pour l'Europe occidentale. Le vin, ça fait des siècles que ça nous accompagne avec toute la force symbolique, sociale, politique, humaine, culturelle. Le chocolat, c'est un produit neuf. Et je pense que réellement, c'est ça. Il y a un décalage entre l'univers du vin et le monde du chocolat. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à rattraper ce décalage et qu'on aura le même comportement face au chocolat qui a le même discours, hein, terroir, sélection et dégustation. Je vous invite à vous rincer la bouche. Second chocolat. Après Madagascar, les jeunes sommeliers goûtent maintenant un pur terroir Équateur aux notes florales. Ils sont très assidus. Quand je l'ai croqué, j'ai l'impression d'avoir mangé un fondant chaud au chocolat. Et quand je l'ai fait fondre, j'ai l'impression, mais je me suis retrouvée en enfance à boire le vrai chocolat chaud de la grand-mère, quoi. Je l'ai trop apprécié. Bon, après, voilà, c'est moi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il était trop pas, quoi? Trop bon. Les élèves se prennent au jeu et en redemandent. Le troisième échantillon, c'est le summum de la dégustation. Un chocolat de plantation. Les fèves proviennent d'un seul domaine et la tablette est millésimée. C'est très fin et très élégant. En bouche, la classe est extraordinaire. Ça donne l'impression d'avoir un bouquet très large et surtout une texture en bouche qui est d'une élégance. Tout est respecté dans l'équilibre, quoi. Entre l'acidité, l'amertume, les tanins, c'est franchement super bon. C'est pour ça que je disais qu'il faut que vous nous en laissiez encore des échantillons. Oui, j'ai bien compris. On va faire un petit sachet. Je pensais pas qu'on pouvait le déguster comme un vin. Je pensais vraiment pas, j'étais de cette catégorie de personnes qui pensaient que le liquide, voilà, c'était ça qui se dégustait et pas le solide. Et vraiment, le chocolat, moi qui suis pas chocolat noir, j'ai découvert un autre chocolat, vraiment. J'ai une autre envie là de déguster du chocolat. Voilà. Allez, s'il vous plaît, vous me... Pari réussi pour Vanessa. Le cacao fin a de nouveaux adeptes. Le chocolatier belge Pierre Marcolini a quitté le Pérou pour regagner son laboratoire en périphérie de Bruxelles. Allez, on est parti. Oula! Tin, 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 tin. Ça donne vraiment envie de se marier, hein? Ça vous amuse? Oui, évidemment. Oui, je trouve. Je trouve que c'est très gai. La pièce montée, c'est une commande exceptionnelle pour les pâtissiers. Mais le quotidien des 40 employés de Pierre, c'est surtout le chocolat, sous toutes ses formes. Ah. C'est bon? Oh, c'est pas bon, c'est délicieux. C'est un péché, ça. C'est de la féantine, donc les dentelles de Quimper. Vous voyez les petites gavottes. Alors, on va pas le dire aux Bretons parce que ça va les énerver. Il y a quand même des dingues qui font ça propre. Ils font attention qu'on les abîme pas, que ce soit nickel, bien pas cassé. Et puis nous, derrière, on tape dessus pour les casser, les mélanger avec du praliné noisette, maison. On laisse figer un tout petit peu. Et puis à l'ancienne, hein, on travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire des coupes guitare, laisser figer et puis enrober, quoi. Tout le chocolat utilisé est fait maison. 130 tonnes l'an dernier. Pierre produit ici tous les bonbons de chocolat qui partiront dans ses boutiques, de Paris à Tokyo, en passant par Dubaï. Ah, voilà le trésor. Les Péruviens ont envoyé leurs fèves pour réaliser le chocolat test tant attendu. C'est les échantillons qu'on a reçus. Et on va voir un peu avec Alain comment on va le travailler, de quelle manière, comment on va un peu l'apprivoiser. On a la fève là, un peu brute.
À 6000 km, ils ont fait leur travail, puis maintenant le nôtre, ça va être de réveiller un petit peu la belle endormie, de voir un petit peu ce qu'elle a comme côté aromatique, si elle tient ses promesses, et c'est la machine, le torréfacteur qui va nous réveiller tout ça. Le torréfacteur, c'est un tambour où les fèves vont être mises à chauffer comme pour le café. Une étape cruciale pour révéler les arômes du chocolat. Et après ça, on ne peut plus rien faire. C'est très difficile de commencer à rectifier les choses. Si le cacao est brûlé, il est brûlé. Si à un moment donné, il n'est pas assez cuit, s'il n'est pas assez torréfié, eh bien, on va avoir un cacao qui va être pauvre et qui ne va pas sortir un maximum de puissance aromatique. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le cœur du métier, ça. Le temps et la température de torréfaction sont adaptés à chaque type de fève. Et il est bien parti. Hein. Oui. 100 degrés pendant 20 minutes, puis un quart d'heure à 140 degrés pour celle de Piura. Il va être rouge hein, comme chocolat. Hein. Elles sont belles, hein. Très belles. Bien régulier. Ouais. Quand on voit la différence, ce que je tiens en main, c'est Logumare, Venezuela, et là on est sur le Pérou. Donc tous les deux Amérique du Sud. On va en mélanger un tout petit peu. Hein. Vous voyez la différence? Fou, hein? Beaucoup plus rouge. À mon avis, on va avoir un chocolat noir qui va être très très rouge. Je suis vraiment impatient. Hein. On va voir ce que ça va donner, mais c'est bien parti en tout cas. On y va? On y va. Allez, go. Les fèves torréfiées sont concassées et débarrassées de leur coque. Elles sont ensuite broyées dans un moulin à cacao. Le produit du broyage, c'est un liquide visqueux, mais ce n'est pas encore du chocolat. On sent et on voit les grains encore. De façon naturelle, quand on écrase une fève de cacao, eh bien, on va avoir du beurre de cacao. Quand on écrase une noisette, eh bien, il y a de l'huile de noisette. Quand on écrase une amande, il y a de l'huile d'amande. Et quand on écrase une fève, il y a du beurre de cacao de façon naturelle. Et donc, par la friction, par le fait de broyer très fin, on va avoir à la fois la matière sèche qui est la fève, le cacao, et puis de l'autre côté le beurre, qui vont faire en sorte que ça va devenir liquide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la liqueur de cacao. À partir de là, on sait voir s'il y a beaucoup de beurre de cacao ou pas. Ici, on voit bien qu'elle est fluide. Donc, à mon avis, il doit être très chargé en beurre de cacao de façon naturelle. Et la deuxième chose, ça va permettre de pouvoir commencer la recette. Il est vraiment très, très beau. Hein. La recette, c'est le dosage de sucre et d'autres ingrédients qui entrent dans la composition du chocolat. Pierre a décidé d'ajouter 20% de sucre et une pointe de sel. Ça donnera une tablette à 80% de cacao. Mélangée au sucre, la liqueur commence à libérer ses arômes. Bien, hein ça va être bon, ça. Ça va encore trop autre chose quand ça va passer. Et le sel là. à la fin, c'est... C'est très bien avec le sel, j'aime bien. Mais tu dis ça pour me faire plaisir ou bien pas du tout, non. Ah bon, ben vas-y. Non. Vas-y, go. Le mélange est homogène, mais encore trop granuleux pour le palais. Alors on le passe dans une première raffineuse. D'énormes cylindres vont réduire la taille des particules de chocolat. Et il est déjà liquide, hein. À ce stade, la texture et les arômes commencent à se rapprocher de ceux du chocolat final. On sent les odeurs déjà, hein. C'est fou, hein. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Arriver à sortir ça, avoir ce moment d'émotion, à rectifier les recettes, à se dire on va rajouter peut-être 10 kilos de plus, il faut le vivre, ça. Tu dois le goûter quand il est déjà un petit peu dur, là. Comme pour fêter une heureuse naissance, toute l'équipe de la chocolaterie vient tester la nouvelle création.
désagréable. Tu as raison. Non, sérieusement. Non, non, non. Donc ça tombe bien, on l'a pas dans la gamme. 2, je voulais vraiment un chocolat qui a une puissance aromatique très forte, très peu de sucre. On a rajouté, c'est la première fois qu'on le fait dans le chocolat noir, un tout petit peu de fleur de sel. Tu le sens vraiment à la fin. Faut le savoir. Tu rajouterais un peu plus de sel? Non. On a le même enthousiasme quand on a maîtrisé tout le processus qu'à mon avis un vigneron qui sort, qui commence à goûter ses premières cuvées, quoi. Quand il tire son vin, à un moment donné, il est là et il est dans la dégustation. Il se dit, ça y est, est-ce que je vais avoir un joli vin? Est-ce que je vais avoir un grand vin? Est-ce que je vais pouvoir faire... C'est la même impression, c'est le même travail, c'est la même satisfaction, c'est la même jouissance. Mais tout le travail, il est là, quoi. Le chocolat n'est pas encore assez fin pour un cacao de grande qualité. Alors on le passe dans une autre raffineuse. Cette fois, le palais ne détecte plus aucun grain. On dirait presque une crème. Dernière étape pour les fèves de Piura, le conchage. Cette grosse machine, la conche, va malaxer le chocolat pendant des heures pour lui donner une texture agréable et le maximum de puissance aromatique. Le chocolat est ensuite coulé en tablette, tapoté pour éviter les bulles d'air, et après un passage au frigo, le chocolat péruvien est prêt à être dégusté. Ah, voilà. La merveille. S'il vous plaît. Ça va surtout être le moment de vérité, je pense que... Tu veux goûter ou pas? C'est marrant, ça sent la noisette. Oui, il y a un fort goût de noisette. Oui, hein? Oui. Pierre ne s'est pas trompé. Les fèves péruviennes ont tenu leur promesse. Marrant, parce que au départ, tu pensais avoir perdu l'acidité. Oui, elle y est. Tu la retrouves. Quand il commence à chauffer dans la bouche, il y a ça qui revient. Acidité plus. Et fumée, je dirais. Et la fin de bouche. D'amertume. C'est excellent, hein? L'amertume est... On va passer un bon week-end. On va passer un bon week-end. Prochaine étape, retourner au Pérou pour faire goûter la tablette aux producteurs. Vanessa Lemoine travaille en étroite collaboration avec les chocolatiers. Ce matin-là, elle rend visite au directeur de création de la Maison du Chocolat, Gilles Marchal. C'est moi qui te remercie. T'as déjà visité l'atelier chez nous? Eh bien non, je suis impatiente que tu me présentes tout ça. Être le nez d'un grand fabricant de chocolat a ses avantages. Vanessa est venue ici pour déguster des échantillons. Mais avant cela, elle a le droit à une visite guidée du laboratoire. Viens voir, je vais te montrer De la fève de chocolat. de la fève de cacao au rêve du goût. Ce qui a fait la réputation de la Maison du Chocolat, véritable institution, ce sont ses ganaches. Chocolat, crème fraîche, le mélange est battu pendant 20 minutes. Ça, c'est vraiment magique. En fait, c'est la mayonnaise du chocolatier. Exactement. Toutes les ganaches sont faites dans ce même batteur qui reproduit inlassablement le mouvement d'un bras humain. Le chocolat qui sert à la fabrication des ganaches vient majoritairement de la chocolaterie de Vanessa. Ça, c'est ce qu'on appelle la couverture de chocolat. Donc, c'est ce qu'on fabrique dans notre chocolaterie et qu'ensuite on met à disposition aux artisans pour qu'ils puissent retravailler la matière. C'est les veines, c'est le sang, c'est les poumons du chocolatier, du pâtissier, puisque c'est la matière première de base qu'on utilise, nous, pour transformer, en fait, ce chocolat en confiserie et en rêve de douceur sucrée. Dès que la ganache est prête, il faut la couler sans tarder avant qu'elle ne refroidisse. Couler une ganache, la lisser,
Ce sont des gestes que tout chocolatier doit maîtriser à la perfection. On travaille sur des marbres parce que le marbre est très lisse, donc ça nous permet à nous d'avoir une ganache qui a ce côté très plat qu'on a besoin pour ensuite l'enrober. Et aussi parce que le marbre est froid. Hein, donc en fait, ça permet à la ganache de refroidir, de se stabiliser beaucoup plus rapidement. Elle est en train de se transformer. C'est vrai que c'est très calme et en même temps, elle travaille énormément, là, la ganache. Une fois refroidie, la ganache, tout comme les pralinés, sont découpés en plaques puis en petits carrés. Ils vont constituer l'intérieur d'un bonbon de chocolat. C'est délicieux quand c'est frais. Ça, c'est top. Mais il y a des moments de dégustation dans le vin comme dans le chocolat qui sont hyper importantes, quoi. Et les chocolats, j'aime bien légèrement les faire un peu chambrer aussi. Parce que quand ils sont trop froids, tous les arômes sont bloqués. Tu fais chambrer un petit peu, alors tu as les arômes qui se développent exactement comme un vin, quoi. C'est vivant et ça a besoin d'être un petit peu préparé avant de le déguster. Ouais, exactement. Oui, le chocolat couverture comme le bonbon de chocolat. Hein. Dernière étape, le passage à l'enrobeuse. Les intérieurs défilent sous une rivière de chocolat pour se couvrir d'une fine couche d'enrobage. Hop, tu tournes avec ton doigt, tu prends en dessous, hop, tu prends. Ça paraît simple quand il le fait. Un bonbon de chocolat, c'est donc un subtil équilibre de goût entre un intérieur et un enrobage. C'est justement cet équilibre que Vanessa et les dégustateurs vont éprouver aujourd'hui. On a sélectionné volontairement des formes différentes parce que selon la hauteur, la forme, en fait, la dégustation n'est pas la même. Vanessa a fourni un chocolat de couverture inédit réalisé sur mesure. La nouvelle création s'appelle Sombrero. Reste maintenant à voir comment ce chocolat noir se marie avec les recettes habituelles du chocolatier. Car changer de chocolat pour l'enrobage ou l'intérieur modifie forcément les équilibres. On a des arômes et des parfums qui sont inconnus. C'est une ganache nature noire. Et pour moi, ça, c'est déjà une nouvelle recette à la maison de chocolat. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Voyons voir au 100%. Voilà. Premier test réussi pour Sombrero. Les dégustateurs vont maintenant goûter un bonbon réalisé entièrement avec le nouveau chocolat, la ganache et l'enrobage qui l'entoure. Cette fois, tout est inédit. Là, on est vraiment dans la ganache intense. Je trouve que ça gâche toutes les saveurs qu'on a ressenties dans l'intérieur. Et on est plus dans les notes un peu plus explosives, on va dire. On se rend compte que même avec un enrobage fin, la qualité de l'enrobage a un impact direct sur l'appréciation globale du bonbon de chocolat. C'est vraiment ce qui reste et c'est dommage de finir par une mauvaise note en dégustation quand même. Cette fois, l'alchimie ne fonctionne pas. Il faudra revoir les alliances. Un chocolatier recherche toujours la finesse aromatique. Et contrairement aux idées reçues, il ne se polarise pas sur le pourcentage de cacao. C'est pas parce que vous avez un pourcentage de cacao élevé écrit, par exemple, sur une tablette de chocolat, qui va forcément être exceptionnel, ou en tout cas meilleur que, si vous achetez un 70%, meilleur qu'un qui fait 60%. Il est extrêmement difficile, en fait, d'exprimer les notes les plus fragiles, les notes les plus volatiles, tout ce qui est... Les notes de fruits, les notes de fleurs sont écrasées, en fait, par cette force cacaotée. Donc, on n'est plus du tout dans le raffinement, on est dans la force du cacao. Et très souvent, en fait, quand on fait des dégustations en aveugle, les consommateurs préfèrent des pourcentages moins élevés parce qu'ils vont rechercher une note aromatique beaucoup plus équilibrée ou beaucoup plus subtile et raffinée. Et la dégustation continue avec un éclair au chocolat. Les papilles vont encore devoir travailler. Quand même, ça, c'est quelque chose, hein. Tous les ans à Paris, le salon du chocolat est le rendez-vous incontournable des mordus du cacao. Alors, Côte d'Or vous propose pistache, citron et 90%. Tablette grand public, bonbons de chocolat haut de gamme, le chocolat y est décliné sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Pendant le salon, les exposants vont vendre ou distribuer 80 tonnes de chocolat.
Un véritable succès populaire, 100 000 visiteurs en 5 jours pour déguster, admirer. Pierre Marcolini, lui, peaufine la décoration de son stand. C'est un historique du salon. Il était présent lors de la première édition. Sylvie, tu te souviens de Nico ? Tu te souviens de Sylvie, oui, au tout début Celle qui est à l'origine de tout cela, c'est Sylvie Douce. Elle a créé l'événement il y a 15 ans. Après Paris, elle a décliné avec succès le concept à l'étranger, New York, Tokyo, Moscou. S'il y a des chocolatiers français qui sont connus à l'international, c'est Sylvie Douce qui a fait en sorte qu'ils soient connus à l'international parce qu'elle a pris son bâton de pèlerin et je peux vous dire que c'est pas facile. Elle est allée dans des contrées où personne n'est allé. Elle a débarqué là, elle a défriché et elle a amené quasiment une comète de chocolatiers et il faut lui rendre hommage. Je vais redevenir Tu peux plus avoir la parole. Tu peux pas avoir la parole parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Donc ça, c'est 100% Chihuahua qu'on a sorti. Tu vois, quand Sylvie Douce a toujours été proche des artisans dont elle a valorisé le travail. Et les chocolatiers lui rendent bien son amour du chocolat. Tout le monde vous donne du chocolat ici? Oui, mais j'en mange partout, tout le temps. C'est pour montrer d'ailleurs que le chocolat ne fait pas grossir, est bon pour la forme, ne rend pas malade, ne donne pas de boutons. Tous les mauvaises idées qu'on peut avoir sur le chocolat. Mais Sylvie Douce ne serait jamais allée aussi loin sans son mari François Janté. On est dans le sous-bois. Ce salon est une aventure commune. Comme elle, François est un mordu du chocolat et un expert en dégustation. Le couple Sylvie Douce et François Janté est devenu incontournable dans l'univers du cacao. Des industriels aux petits artisans, ils connaissent tout le monde. Organiser ce salon, ce n'est pas leur premier métier, mais c'est devenu leur addiction. La relation, elle est très, très affective. C'est des gens auxquels on est attaché parce qu'on est avec eux depuis maintenant 15 ans. Et bien sûr, c'est l'image de la France, mais c'est aussi l'image de chaque chocolatier avec son identité. Et on se bat pour chacun avec la même passion. Le prochain pari fou de ces passionnés, un salon du chocolat à Shanghai. La Chine, Sylvie et François ont déjà tenté de s'y implanter il y a 5 ans, lors d'un premier salon à Pékin. Un échec. Cette fois, ils ont choisi la capitale économique et financière de la Chine. 16 millions d'habitants, 16 millions de palais à familiariser avec le chocolat à la française. La fine fleur des chocolatiers a répondu à l'invitation de Sylvie et François. Vous êtes par là, tu es par là. Christophe Michalak fait lui aussi partie du voyage. Tous les jours, il fera ici des démonstrations de pâtisserie. Puis ce qu'il y a de bien avec les Chinois, c'est que ça va vraiment très vite, on leur dit les choses et instantanément. Ouais. C'est l'essentiel. 60 kilos de chocolat par artisan, mais aucune certitude de les vendre. Le chocolat, ça n'a pas l'air d'être tellement dans leur culture, donc c'est une découverte pour tout le monde, je pense. On va voir. Le tout, c'est qu'ils se mettent au chocolat. Mais comme je dis, s'ils mangent 1 gramme de chocolat chacun par an, ça fait 1400 tonnes déjà à la sortie, donc c'est pas mal. On va commencer à déguster. Tout est à faire ici. Tout d'abord, former les démonstratrices et les vendeuses. C'est une amande caramélisée, grillée, avec, dans le chocolat au lait, un peu de fleur de sel, de Guérande. Pour la plupart, elles n'ont aucune idée de ce qu'est un chocolat artisanal, une ganache. L'initiation commence à la base. Sentez ce chocolat, son parfum est très fort. Il y a de la confiture dans celui-là? Oui. Oui, je pense que ça va plaire aux jeunes, surtout ces bonbons de chocolat. Les tablettes, ça plaira davantage aux personnes âgées. Tout est prévu pour expliquer la jeunesse du chocolat, son origine naturelle. Les manutentionnaires du salon se montrent tout de suite curieux. J'en prends un pour goûter. Ah oui, c'est bon. Ça ne ressemble pas au chocolat qu'on trouve en supermarché. Le goût de celui-ci est très pur, très prononcé.
On va découvrir les réactions. On a espoir que le chocolat leur plaise, les séduise. Mais pour l'instant, c'est une inconnue. Le chocolat sous cette forme n'existe pas. Ils ne connaissent que le chocolat de grande consommation. Ce ne sont que les industriels qui occupent le marché. Mais on a l'impression qu'ils ont vraiment envie de découvrir le chocolat. La consommation de chocolat en Chine est en moyenne encore dérisoire. Surtout comparée aux 7 kilos par an et par habitant des Français. Seulement, comme tout ici, les choses évoluent à grande vitesse. Dans les mégalopoles comme Shanghai, on en est déjà à 2 kilos par an. L'engouement pour le chocolat devient réel. Les démonstrations de Christophe Michalak font le plein. Quelque chose de très simple, très ludique, qu'on peut faire encore une fois à la maison. Et on va surmonter ce petit biscuit avec une chantilly qui va être marbrée à la violette et à la vanille. Voilà, je monte tranquillement ma crème montée en fait. C'est tout simplement de la crème chantilly. Le public est jeune et très majoritairement féminin. C'est justement la clientèle visée par le salon et les chocolatiers. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, j'ai dressé mon mi-cuit. J'ai mélangé juste des œufs et du sucre. Et j'ai fait fondre mon chocolat avec mon beurre. Christophe a volontairement choisi des pâtisseries simples, des choses reproductibles. Les recettes sont traduites dans les moindres détails. Ingrédients, proportions, et le public suit et prend des notes. Je vais y associer des gousses de vanille. Les Chinois ont une grande culture culinaire et des chefs connus et respectés. Mais un chef pâtissier, c'est complètement nouveau. Le sucré ici, ce sont surtout des confiseries et des biscuits. Les techniques de Christophe, son travail tout en finesse du chocolat et des ingrédients presque exotiques comme la crème, c'est inédit. Un peu une glace à l'italienne. Et ensuite, avec un petit cure-dent, je vais planter mon petit mi-cuit pour pouvoir le déguster en une seule bouchée. Chacun veut son mi-cuit au chocolat. La recette est un vrai succès. Personnellement, j'apprécie tout ce qui est sucré et j'espère pouvoir goûter des chocolats ici. Ce gâteau est délicieux, son chocolat est léger, la crème n'est pas grasse. Il correspond vraiment à notre goût. Notre vision de la pâtisserie à la française et la chocolaterie est complètement particulière en termes de texture et de goût. Eux, ils sont plus axés sur les choses caramélisées, sur l'acidité, donc c'est vraiment une autre culture. Il faut du temps pour les... Et je pense qu'il ne faut pas les changer, il faut juste leur faire découvrir le vrai bon chocolat, et après je pense qu'ils peuvent en faire des très belles choses. Un salon, c'est aussi de la diplomatie. Sylvie Douce soigne ses contacts avec les officiels. À 70 ans, Madame Ji Shunin est une figure du chocolat. La jeune femme est la secrétaire générale des confiseurs chinois. Vous savez, nous avons aussi des confiseries traditionnelles en Chine. Par exemple, les choutans. Ce sont de petits bonbons en sucre très populaires. Et avec du chocolat, c'est vraiment délicieux. Je vais vous faire goûter, d'accord? Merci beaucoup. Wonderful. C'est moi qui l'ai fait. C'est une très bonne idée, ça, le bonbon avec le chocolat. Parce que ça, c'est très, très traditionnel. Oui. Échange d'amabilité et de spécialité. Après le chocolat créé par Madame Shunin, les meilleurs artisans français viennent présenter leurs délices chocolatées. Est-ce que c'est très différent? Non. Ce sont à peu près les mêmes chez nous. Mais bon, quand même, ça nous arrive d'en manger de plus mauvais. À chaque stand, on guette l'approbation des officiels chinois. Ça va? C'est bien. Merci. J'ai eu peur. Très bon, c'est vraiment délicieux, c'est merveilleux. Les présentations originales, les emballages, tout est passé au crible. Ces montres en chocolat sont surprenantes, mais les emballages de ces tablettes ne sont pas adaptés au marché chinois. Les Chinois n'aimeront pas. Trop triste. La couleur. Voilà. Not the blue. Les Chinois aiment beaucoup les couleurs
Ça ne ressemble pas à du chocolat. Parfait. Les Chinois savent bien qu'il y a un marché à prendre ici. Vous savez, Madame Chunyin vous a dit qu'elle a commencé à faire du chocolat dans les années 60. Mais en fait, ce produit existe depuis bien plus longtemps en Chine. On en produisait dès les années 20. Ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, ce produit devient de plus en plus populaire. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, vous ne viendriez pas ici pour ouvrir des boutiques, n'est-ce pas ? Christophe Michalak aussi a noué des contacts ici. Il a sympathisé avec Brian Tan, le seul exposant chinois du salon, un précurseur passionné de chocolat. Ce sont des truffes à la fleur d'osmante. C'est une fleur chinoise qui a un parfum très particulier. Elle ne fleurit qu'en octobre et à Shanghai, dans l'ancienne concession française, les rues embaument. J'ai créé ces truffes douces car j'ai réalisé que les Chinois ont un palais très particulier. Ils aiment ce qui est doux, léger et crémeux. J'en vends beaucoup dans mes boutiques. Les gens ici aiment retrouver cette saveur qu'ils connaissent. La texture est parfaite. Merci beaucoup. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Christophe est particulièrement intéressé par le sceau apposé sur les truffes de Brian. Lorsque je suis allé à Paris il y a 2 ans, j'ai remarqué que tous les chocolatiers avaient leur identité propre. Ça m'a inspiré. Je me suis demandé qui sommes-nous. Nous pouvons faire des chocolats aux saveurs différentes des vôtres. Mais qu'est-ce qui pourrait encore nous différencier? Quelque chose de différent? Oui, c'est ça. Alors j'ai décidé de mettre mon nom sur le chocolat. J'aime beaucoup. Et évidemment, lorsque 2 passionnés de chocolat se rencontrent, la discussion tourne très vite autour de leurs produits préférés. Moi aussi, j'utilise du chocolat des Caraïbes. Et c'est même Brian qui fait découvrir certaines saveurs à Christophe. Le porcelana est unique, mais le chihuahua est plus acide. Si tu aimes le manjari ou le Caraïbe, il devrait te plaire. Brian croit en l'avenir du chocolat en Chine. Ces 3 pâtisseries à Shanghai ne désemplissent pas. Depuis l'ouverture de la Chine, le bon chocolat est perçu comme un produit de luxe. Les gens qui ont les moyens veulent essayer différentes sortes de chocolat. Ils commencent à connaître certains types. Ce qui se passe, c'est qu'on doit encore les familiariser avec les différentes origines. Parce que, par exemple, chaque fois qu'ils achètent du chocolat noir dans mes boutiques, ils raisonnent en termes de pourcentage de cacao. Est-ce que vous avez du 70, du 80 ou du 99% de cacao? On explique que c'est comme pour le vin, la qualité n'a rien à voir avec le degré d'alcool, mais avec la qualité des fèves. Donc, on a encore beaucoup à expliquer. Je suis heureuse, Paris réussi. Après des débuts laborieux, le salon fait le plein le dernier jour. Le dieu du chocolat est avec nous. Alors à chaque fois qu'il y a la queue, François me prend par la main et il me dit viens voir. Et je sais que quand il me dit ça, c'est qu'il y a du monde et à chaque fois. Le chocolat, c'est magique. Ce qui est formidable, c'est quand on avait fait le premier salon à Pékin, c'était surtout des expatriés, des Français, des Anglais. Mais là, ce sont 99% de Chinois. Le salon va accueillir 12 000 visiteurs. Beaucoup de jeunes, parfois même très jeunes. Nous sommes venus pour montrer le salon à notre enfant. C'est la toute première fois qu'il mange du chocolat. Les Chinois sont curieux et n'hésitent pas à dire quand un goût leur déplaît. Les chocolatiers s'adaptent, quitte à faire des boîtes sur mesure. Ils ont tendance à préférer plus le noir que le lait, alors qu'on nous avait dit l'inverse. Parce qu'en fait, le noir est meilleur pour la santé que le lait, puisqu'il y a moins de sucre. Et la clientèle chinoise fait très attention à la santé. Prenez cette tablette, elle est bon marché. Ah, j'aime beaucoup l'emballage de ce chocolat. Et le prix, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est quand même un peu cher. Oui, c'est trop amer. C'est trop fort. Il y a moins de grimaces. C'est bon. Ça a du goût.
En fin de journée, c'est l'affluence pour le plus grand bonheur des chocolatiers. C'est quand même un beau succès parce que comparativement aux premiers salons qui sont déroulés à l'étranger, Pékin surtout. Il y a beaucoup plus de monde et puis on sent qu'il y a un intérêt. Mais c'est pour ça, il faut le faire dans des pays où il y a une tradition culinaire. On est arrivé au bon moment et on essaye de leur faire découvrir le chocolat noir, pur noir, et ils aiment bien. Ce qui a fait l'image du salon, c'est le fameux défilé de robes en chocolat. En coulisses, les mannequins profitent de l'aubaine. Voilà. Bonjour. Comment on dit bonjour en chinois déjà? J'ai oublié. Bonjour. Et voici la collection Shanghai, hiver 2009-2010. Sylvie et François ont réussi leur pari chinois. Il y aura une autre édition à Shanghai l'année prochaine. Retour à la chocolaterie Valrhona, côté centre de formation cette fois. Après Shanghai, Christophe Michalak continue à partager son savoir-faire dans cette école référence pour le chocolat. Son cours est réservé aux professionnels. Ses élèves sont pâtissiers, chefs de cuisine, étoilés même pour certains. L'intitulé du stage, douceur de palace et prestige. Première recette, le biscuit chocolat de la tarte Croque-Choc. Alors, blanc sucre monté. Je finalise tous mes jaunes à l'intérieur. Remets-moi ça. De bas en haut, délicatement. Oula, comme ça. Et vous remettez de bas en haut. Avec amour. Encore. Avec un peu plus de passion. Voilà, comme si c'était pour ta mère. Voilà, un beau gâteau. Voilà, ça va bien. Donc là, j'ai un mélange bien homogène. Vous voyez, elle est lisse, homogène. Si vous restez dans vos quatre murs, vous n'apprenez rien. Il faut s'évader, il faut aller voir ailleurs, il faut manger dans d'autres restaurants, il faut aller voir les pâtisseries. C'est ce que je fais régulièrement. Donc c'est comme ça qu'il y a une évolution dans notre métier. Donc, Jacques, la cuisson, c'est 180 degrés. Voilà. Alors souvent, on vous parle de technicité, de matières premières, de faire attention au niveau des molécules, tout ça. Alors, les molécules, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il y a juste l'émotion qui va primer. C'est-à-dire que savoir que tel ingrédient va bien se mélanger avec tel ingrédient à telle température, ça, c'est très important. Mais après, il y a un feeling, un savoir-faire, une sensibilité. Non, je parle toujours de ça, mais le principal, ça va être l'émotion qui va nous apporter, en fait, ce biscuit finalisé. Une tarte comme la Croque-Choc, c'est un assemblage de 6 recettes différentes, dont celle du biscuit chocolat et celle de la ganache. Alors on va faire une petite ganache un peu rock'n'roll, un peu restauration, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de moyens, il faut aller très vite. Une ganache en vieux français, c'est aussi un abruti. L'histoire veut qu'un apprenti chocolatier ait versé par erreur de la crème dans du chocolat. On a traité en fait ce commis pâtissier de tête de ganache, voilà, tout simplement. Et finalement, en rebidouillant le mélange crème et chocolat, ce mélange homogène en fait a fait une émulsion, puis finalement qui est devenu un produit phare au jour d'aujourd'hui. C'est assez marrant. À chaque recette, Christophe dispense ses petits trucs à lui. J'ai mis une toute petite pointe de rouge, ce qui va en fait apporter une note plus chaleureuse. En fait, le rouge dans le chocolat, ça le rend beaucoup plus gourmand. Voilà. La ganache est bien fluide. Et là, je vais tout simplement, je vais les laisser figer à température ambiante. Vous le filmez au contact et on va napper notre tarte chocolat avec ça. Non, surtout pas. En fait, il ne faut jamais filmer comme ceci. Il faut juste filmer. Voilà, il faut juste filmer la ganache au contact. Ça va éviter d'avoir une croûte. C'est peut-être un petit détail là en fait. Ouais, ça nous paraît simple nous, mais moi, avant de faire ça, mine de rien, on a fait pas mal d'erreurs. Christophe Michalak pourrait se contenter de diriger sa brigade au Plaza. Mais sa volonté de partager son savoir-faire n'est pas feinte. Pour lui, animer un tel stage a aussi un petit goût de revanche.
J'ai toujours rêvé de faire un stage chez Le Nôtre lorsque j'étais apprenti. Et j'ai économisé rubis sur ongle pour pouvoir me payer ce stage. En fait, ce stage était beaucoup trop cher. Et à l'époque, donc, j'ai dû abandonner en fait, ce rêve. Donc au jour d'aujourd'hui, de pouvoir maintenant en donner, c'est un peu une forme de réussite, enfin pour ma mère surtout. Et moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup donner. J'essaie toujours d'être le plus sincère possible à travers mon discours et à travers voilà, ce que j'essaie de représenter à travers la pâtisserie. D'accord. Je fais une belle rosace de crème chantilly caramel en une seule fois. Une seule bouchée. Une seule fois. Mémorisez bien tout ce que vous goûtez. Une fois que c'est mémorisé, c'est jamais perdu. Délicieux. Tout simplement délicieux. Le goût, la texture, c'est fin en bouche, c'est vraiment extra. Je regrette pas d'être venu. Avec Christophe, tout paraît simple et rapide. Les décors en chocolat sont l'affaire d'un tour de main. Je verse un petit peu de couverture chocolat. Voilà, donc plus de prise de tête. Alors si tout se passe bien, en une seule fois, j'appuie fortement et je pousse voilà, jusqu'au bout, en une seule fois. Comme ça, je suis rationnel, ça va vite. Je vais pouvoir travailler avec le dos de mon couteau, en fait, pour pas couper. Donc, vous voyez, je positionne mon emporte-pièce et j'appuie fortement en plein centre. Okay. Avec ce système, on réalise toutes les formes et tous les motifs simplement et rapidement. Voilà, juste si vous voulez faire des tiges chocolat, en une seule fois, hop, vous faites des tiges, c'est propre, c'est carré. Et on peut faire la même chose légèrement ondulée, comme ceci. D'accord? Donc le décor au chocolat, c'est pas très compliqué. Il faut essayer de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et il faut aller vite, quoi, très très vite. Parce que mine de rien, on est de plus en plus impatient. Et puis le temps, c'est de l'argent. Et il faut trouver les techniques pour aller plus loin, plus vite. Et voilà, faire plaisir aux clients, n'est-ce pas? Je vais partir comme une fleur, en fait. Je vais faire comme un petit Saint-Honoré. Pour les décorations comme pour les recettes, Christophe Michalak donne tout à ses stagiaires. Les chefs de la génération précédente, eux, gardaient souvent leurs secrets de fabrication. Vous voyez la brillance? Il n'y a pas une bulle d'air. Et ensuite, je positionne mes cubes sur la base de ma tarte. Entraînez-vous, regardez. On prend, hop, et vous posez. C'est juste une habitude à prendre. Je vous rassure, c'est pas la première que je fais. Rapidité, dextérité. En quelques minutes, la tarte est décorée. Quelques truffes, des éclats chocolat prélevés sur les feuilles de décoration. Et pour la touche finale, quelques micados. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'on découpe, parce que ça se découpe tout seul, vous avez toujours la même proportion de pâte, de crème, de biscuits. Vous tombez toujours sur une ganache, enfin une truffe. Vous tombez toujours sur un mikado. Donc voilà, l'harmonie est là. Il y a un côté visuel, et il y a surtout un côté gustatif. On le goûtera, vous allez voir, et c'est juste une tuerie. Au terme de la session, Christophe improvise un buffet pour immortaliser les 8 recettes des stagiaires et les faire goûter. Et comme Vanessa Lemoine ne rate pas une dégustation, elle descend de son bureau pour l'occasion. On a accentué le stage sur le chocolat. Une façon différente de voir le millefeuille en chocolat orange. La tarte croque-choc qui est devenue emblématique là, de l'hôtel. L'idée, c'est qu'on va réaliser en fait une gamme de pâtisseries au mètre. C'est-à-dire qu'on découpe selon ton degré de gourmandise. Ouais, moi, je suis pas gentil. Voilà. C'est énorme. Ça se mange en un coup, madame. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça, c'est le pari de toute Tout la est en journée. un coup, c'est vrai. Tout est dans la bouche.
Et alors, verdict? Satisfait ou pas? Et puis c'est un autre look de présentation, quoi, pour notre clientèle, quoi. C'est vrai que ça détonne, hein. C'est surprenant et c'est vraiment très gourmand. On amène ça sur la table des clients. Ouais. On est sûr que les gens ils vont être satisfaits, on va leur faire plaisir et ça va. Et quand ils vont goûter, ça va suivre. Et puis arriver en salle avec un gâteau comme ça, passer au milieu des clients, pour une maison, c'est une belle image de marque, quoi. C'est super. Bravo. À quelques kilomètres de l'école, Christophe termine sa journée encore une fois sous le signe du chocolat. Il est là, le grand chef? Le grand chef, c'est Frédéric Beau, pâtissier comme lui. Il est une référence dans le monde du chocolat, où ses livres font autorité. Il a créé l'école Valrhona qu'il continue à diriger. Et comme ça ne lui suffisait pas, il a en plus ouvert il y a 6 mois ce restaurant. C'est ce qui m'appâte chez lui, parce que moi je suis une vraie quiche en fait dans le monde de la cuisine. Je ne sais rien faire, je sais goûter, j'adore le monde salé, mais j'ai aucune technicité. Et lui, là où il m'impressionne toujours, c'est qu'il sait tout maîtriser et avec rien. Il ouvre son réfrigérateur, il y a 3 produits, avec 3 produits, il fait un truc incroyable. Moi je suis incapable de faire ça. J'ai un besoin de travailler, d'y réfléchir, de faire des essais, et lui c'est instantané. Bonjour Christophe, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, au fourneau ce soir? Non, je vais aider, hein. Je suis là pour apprendre. Il faut la réduire un peu encore. Cet aventurier du goût est le précurseur de la cuisine au chocolat. Ce soir, il concocte pour quelques clients audacieux un menu tout chocolat. 9 plats détonnants où le cacao s'invite là où on ne l'attend pas habituellement. L'objectif, c'est tout sauf mettre du chocolat dans de la sauce et se dire, une blanquette de veau, est-ce que ce serait bon avec un peu de chocolat noir? Oui, peut-être que oui, certainement. Mais le jeu que j'ai voulu pousser plus loin, c'est qu'est-ce qu'on pourrait, et il n'y a pas besoin d'être pâtissier ou cuisinier pour ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de bon avec tel ou tel type de chocolat, amer, acide, astringent, lacté, voire chocolat blanc. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de bon avec ça? Tu fais des boules? Oui. On va faire des pâtés. Pour ouvrir le bal des surprises, Frédéric Beau a osé une huître au chocolat. D'accord. T'as fait un mélange de quoi, là? Gros sel, farine, cacao poudre. C'est décoratif. D'accord. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Christophe, cette fois, c'est vous qui êtes à l'école? Ouais. Je vais essayer de pas être trop mauvais, parce que le maître... Qu'est-ce que j'avais dit que je mettais avec ça? L'eau des huîtres a été mélangée avec une infusion à froid de chocolat. De simples morceaux plongés dans de l'eau minérale. Chaque huître a sa perle. Hormis la petite perle, le cacao doit se sentir mais ne se voit pas. Ça peut plaire ou déplaire. On va voir. Voir comment ils vont réagir. C'est magnifique. En salle, l'huître est accueillie avec circonspection. L'iode avec le chocolat, c'est pas évident. Mais là, c'est super bon. Voilà, il y a la petite perle. Après, je pense pas qu'il y ait autre chocolat. Mais la gelée est vraiment surprenante. Et la perle n'était pas du tout sucrée. Dans le corps de l'huître, on retrouve un petit peu de chocolat. Tout le monde a noté la perle, mais pour le reste, le chocolat est plutôt passé inaperçu. T'as goûté? Ah ouais, mais j'ai pas senti de chocolat. T'as pas senti de chocolat? Ouais, à part la bille croustillante, je me suis dit, il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Je vais leur expliquer. Si. Ouais, c'est pas le plus chocolat. Hein. Plus chocolaté pour convaincre, voici une prouesse technique. Le nougat de foie gras au chocolat. On en met, c'est comme ça. Frédéric Beau a réussi à ce que le foie gras et l'émulsion chocolat aient exactement la même texture. Et après, on met... Et pour décorer, une dentelle de pain de campagne. Mélange de notes grillées, ça sent les pyrazines, les noisettes grillées, le biscuit grillé, ça c'est... Il n'y a pas plus gourmand en notes. C'est comme quand vous rentrez dans une boulangerie et que vous sentez le pain grillé. C'est la même sensation. Pour finir, un trait de réduction de syrah et un chutney de physalis. On envoie les foie gras. Ladies and gentlemen. Hein? Je vais être un serveur dans une vie intérieure. De quoi tu peux venir aussi? Oui, 2 ans. Vas-y, vas-y. Il y en a qui ont passé la soirée au pass comme ça. Ouais. Volontairement, Frédéric sert les plats sans préciser aux clients ce qu'ils vont déguster. À eux de se faire une idée. Moi, à l'œil, comme ça, je dis c'est du foie gras, c'est pas du foie gras.
beurre de cacao est dans le chocolat en fait. Les arômes sont fondus, ne sont pas en opposition. Et le chocolat ne l'emporte pas, hein, il y a un bon équilibre. Hein. C'est extrêmement agréable du coup ensemble. Très bien. Amène subtilement de l'acidité. C'est une belle réussite. Pour suivre, une panna cotta chocolat blanc et maquereau fumé. Une noix de Saint-Jacques aioli chocolat au lait. Puis des queues de langoustine cuites sur leur carapace avec une sauce américaine liée au chocolat accompagnée de polenta. Un classique de la gastronomie revisité, le lièvre à la royale au chocolat. Et enfin, Frédéric Beau prépare une de ses spécialités, le risotto au chocolat servi dans une meule de parmesan de plus de 2 ans d'âge. Cette fois, l'originalité va le disputer au spectaculaire. Ouvert un risotto cuillère à soupe. Vas-y. Top. Puis le parmesan dans une belle assiette, ça part en salle. On va dresser en salle le risotto. Et comme ça se fait dans les grandes maisons en Italie, on va vous servir un risotto qui est mis dans le parmesan directement. On va l'user, on va le mélanger comme ceci. On racle comme ça. Là, le parmesan est en train de fondre, ça l'émulsionne en même temps. Et on va vous le servir. Puis vous allez découvrir, selon moi, personnellement, un des plats que je préfère. Le risotto au chocolat, c'est une recette éprouvée. Le 9e plat de la soirée est dégusté religieusement. La cuisine inédite de Frédéric Beau a tenu ses promesses. J'écoutais les gens à table, ils disaient c'est du bonheur. La meilleure place pour moi, quand on fait des soirées comme ça, c'est d'être à la plonge et de voir les assiettes qui reviennent. Quand je vois que les assiettes reviennent léchées, grattées, sucées, c'est le plus beau cadeau. Ça, c'est pour moi le rideau qui se ferme. Et puis voilà, le petit théâtre, il va réouvrir demain. Il n'y aura pas de chocolat. Puis demain soir, on est complet. Puis après-demain, je m'en vais à Caracas pour cuisiner le chocolat. Puis vive la vie. Pierre Marcolini est de retour dans la région de Piura, au Pérou. Il revient à Palo Blanco, le jardin d'Éden qui l'avait tant impressionné. Et au bout de 3 heures de piste, une surprise. Pierre Marcolini. Son locos. A ver, parade, a ver. Au fin fond du Pérou. Alors là... Bienvenido. Bienvenido al Perú. Bienvenido a Palo Blanco. Nous sommes enchantés. Nous n'imaginions pas une seconde un tel accueil. Nous sommes sûrs que Palo Blanco fabrique le meilleur chocolat du monde. En tout cas, c'est déjà le meilleur accueil du monde. Pierre n'est pas venu les mains vides. Cette fois, il a apporté le fruit de son travail. L'idée, c'est d'échanger nos savoir-faire. On vous a amené des chocolats pour que vous les goûtiez. 4 tablettes de chocolat d'origine différente, réalisées avec des fèves que Pierre et ses sourceurs de cacao ont rapportées. Il y a 28% de sucre. Première dégustation, un chocolat cubain de la région de Baracoa. Allez, on dirait. C'est pas mauvais. 75% de cacao quand même. Il est doux le cubain. Il adore le Cuba. C'est vrai? Puis vient un chocolat brésilien. Vous aviez déjà goûté du chocolat artisanal européen? C'est la première fois, t'imagines, c'est fou.
C'est quand même assez hallucinant. Il y a, à mon avis, 1, 2, voire 3 générations de planteurs de cacao et ils n'ont jamais goûté le produit final. Donc là, c'est l'occasion, même si c'est un peu improvisé, de faire une dégustation. Et là, c'est Chuao, la région du Venezuela. Venezuela. Voilà. On va goûter celui-là. Ce sont nos concurrents. Attention, là, le Venezuela, et c'est bien, il va falloir... Palo Blanco va faire mieux que le Venezuela. La concurrence de Venezuela, Palo Blanco. Compañeros, je vous ai apporté quand même un petit cadeau. Le trajo un regalito. Parce que là, j'ai vu la banderole, les drapeaux, la fanfare, presque les majorettes qui allaient sortir. Je vous ai sorti autre chose. Je vous ai sorti un Pérou. Christine, il faut le goûter, vous allez voir. C'est ce que moi j'ai fait avec votre produit, comment je l'ai travaillé. Il n'a pas le même goût que le brésilien. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes les meilleurs au Pérou. Très agréable. Si moi j'avais eu à t'acheter un chocolat, j'aurais pris le dernier. Si moi je devais t'acheter ton chocolat, je t'achèterais le dernier. Mais par hasard, vraiment par hasard, vous ne savez pas. C'est aussi ça la magie du cacao, un trait d'union entre les hommes. À Palo Blanco, le cacao de qualité, c'est l'espoir d'une vie meilleure, la possibilité de vivre du travail de leur terre. Sans ces milliers de petits producteurs, l'histoire des toqués du chocolat ne pourrait pas s'écrire. Dès que tu manges un gâteau qui est bon, moi, ça me, voilà, je suis à 2 doigts de m'évanouir. C'est en moi, je peux pas l'expliquer. J'aime ça, vraiment. Citron vert confit, c'est très frais. C'est super frais. Pour ça, c'est très froid. Vous arrêtez jamais, en fait? Jamais. Tout au long de la journée, en fait. Non, pas tout ça. Regarde ce qu'il mange. C'est du Michalak, ma chérie. Il va plus en rester. La caméra, elle enregistre les odeurs, là, au lieu de nous faire des trucs avec des pixels de plus en plus forts. Pourquoi pas une caméra, ou en tout cas un film où il y a les odeurs? Je lance un appel, là.